Bonjour à tous. Cette 42e vidéo est un peu spéciale car c'est une séance diapositive que je vous propose de partager. Le bruit que vous entendez est l'avancée du panier lorsqu'on change de diapositive. Ici bien sûr, les diapositives ont été scannées et il manquera cette ambiance sonore si caractéristique des séances diapo. Je vais vous raconter aujourd'hui mes vacances les plus originales, à la recherche des trains à vapeur en Roumanie. C'était il y a 30 ans en septembre 1990. J'avais connu la fin de la vapeur en France. Mon père m'amenait à Saint-Denis voir les 141 TC, tractant les trains de banlieue vers Valmondois, et j'avais eu aussi la chance de prendre un train à vapeur de retour de La Baule vers Paris. Je me faisais une joie de pouvoir admirer la locomotive une fois arrivé à Paris. Mais ma déception fut immense en voyant une locomotive électrique à Montparnasse. Je ne savais pas que mon train ne fut tiré par la vapeur que jusqu'à Nantes, puis un diesel prit la relève jusqu'au Mans, et enfin une électrique acheva le trajet. De cette frustration est probablement née cette quête de voir rouler un train à vapeur en service commercial. Muni d'un pass Interrail, je pris l'Orient Express jusqu'à Budapest. N'imaginez pas un train luxueux, ce n'était alors plus qu'un simple train couchette. J'arrivai à Budapest le 30 août 1990 et découvris une ville fort sympathique. Celle-ci est constituée de l'association de Buda, quartier historique, et de Pest, quartier commerçant. Ces deux quartiers sont séparés par le Danube. La ville trahissait encore l'ère communiste à cette époque, avec ses trabantes et ses statues bien typiques. Le quartier de Pest, avec ses boulevards bordés d'arbres, me faisait penser à Paris, mais Buda, avec ses bâtiments anciens, était plus dépaysant. Comme à Montmartre, un funiculaire permet de monter sur la colline de Buda, où l'on peut jouir d'un beau point de vue sur la ville. À Buda, la place de Moscou est un centre névralgique du réseau de tramway. De nombreux couplages T5-C5 du constructeur tchèque Tatra y circulent. Il y avait également des compositions de tramways plus anciens des années 50, type UV, du constructeur local Gans, avec deux motrices encadrant une remorque. Non loin de la place de Moscou, un chemin de fer à crémaillère gravit la colline de Buda sur une distance de 3,7 km. Le matériel fut livré en 1973 par la compagnie autrichienne SGP. Au terminus supérieur du chemin de fer à crémaillère, on peut voir une spécificité de l'ancien régime communiste, un chemin de fer des pionniers à voie de 76 cm, long de 12 km. Ce chemin de fer est géré par des enfants, sauf la conduite des trains. C'était une façon ludique de former la jeunesse aux responsabilités des adultes. Bref, une certaine forme d'embrigadement. Enfin, le métro de Budapest était alors constitué de 3 lignes, dont 2 construites dans les années 70 selon les standards soviétiques. C'est la ligne 1 qui retiendra notre attention, car ce fut la première ligne de métro d'Europe continentale, inaugurée le 2 mai 1896. La particularité de ce métro est son gabarit particulièrement petit. Le matériel photographié fut livré par Gantz entre 1971 et 1973 et est toujours en exploitation. Nous terminerons notre visite de Budapest par la vue d'un trolleybus ZIU-9 de construction soviétique. Le 1er septembre, je me lève à 4h30 pour prendre le train en gare de Budapest-Nyugati, direction la Roumanie. Départ du train prévu à 6h05, mais il partira avec 2 heures de retard. Pendant le trajet, je vois mes premières locomotives à vapeur, mais en monument. Une loco tandère à Cegléd et une loco imposante à Szolnok. Le passage de la frontière se fait sans problème à Curtici, mais le contraste entre la Roumanie et la Hongrie est flagrant. À mon arrivée à Arad à 13h30, j'aperçois au loin une locomotive à vapeur faisant des manœuvres. Je photographie en gare d'Arad la locomotive électrique qui tracte mon train. Elle est impeccable. Je réserve une chambre à l'hôtel Morizoul au centre-ville et retourne vite à la gare en quête de la vapeur. Après une longue recherche, je trouve enfin une locomotive à vapeur, la 50-505. Je prends des photos, dialogue comme je peux avec l'équipe de conduite, puis celle-ci me fait finalement monter en cabine. Que demander de plus? L'équipe me fait goûter à la suite K, eau de vie locale à base de prunes. Des haut-parleurs doivent donner des instructions aux cheminots le long des voies, mais les micros ne sont jamais coupés et on entend des personnes rigoler derrière leurs micros. Cela fait une ambiance complètement insolite. Je reste avec l'équipe jusqu'à la relève vers 19h. Mon rêve s'est enfin réalisé. Je retourne ensuite en ville, mais l'ambiance est tout autre. Il y a beaucoup de personnes éclopées, des amputés. Je vois un bossu. Le choc est terrible. Les magasins sont tristes et vides, y compris les pharmacies. Les attelages circulent dans la ville. Les Dacias sont omniprésentes. Il y a quand même de beaux bâtiments au centre-ville, mais de nombreux immeubles habités sont toujours inachevés, je crois pour ne pas payer d'impôts. Les tramways sont brinque-ballants. Il y a des tramways de construction roumaine et aussi des iconiques Tatra T3. Tous les feux de circulation sont éteints et un réverbère sur 10 est allumé la nuit.
J'ai voulu me laver à l'hôtel le soir, mais la douche fermait après 21 h. Je me lève plus tôt le 2 septembre prendre une douche, mais celle-ci est toujours fermée. Je me lave finalement au lavabo. Je vais à la gare, dépose mon sac à dos à la consigne, puis direction le dépôt. Je vois une belle 142 au monument, une 050 chaude, d'autres locomotives garées en bon état, mais aussi des épaves. J'ai recensé les locomotives à vapeur suivantes. 4 type 50 en service, les numéros 505, 239, 579 et 531. 6 types 50 garés en bon état, les numéros 190, 192, 233, 360, 367 et 383. 2 types 50 réformés, les numéros 326 et 666. Les locomotives 50 correspondent au type G10 prussien. 2 types 230, les numéros 11 et 25. L'une d'entre elles a sa cabine partiellement découpée. Les locomotives 230 correspondent au célèbre P8 prussienne. Une 131 numéro 1 réformée. Les locomotives type 50 et 230 ont été fabriquées en Roumanie par Resita et possèdent la particularité d'admettre à la fois le charbon et le fioul comme carburant. Lorsque l'effort est faible, seul le charbon est brûlé. Autrement, c'est le fioul qui est utilisé. L'ambiance est quand même un peu lugubre dans le tas, c'est-à-dire le cimetière des locomotives. On peut également voir une rame automotrice diesel, flèche bleue, imposante avec ses 5 voitures, et aussi des sympathiques autorails. Le dépôt des locomotives diesel est nickel. Ces diesels ont été construits en Roumanie, sous licence suisse Brandbauer, ce qui explique leur aspect helvétique. Sur la route du retour du dépôt à la gare, la barrière d'un passage à niveau se baisse pour laisser passer une vapeur se dirigeant haut le pied à la gare. Super moment. Les locomotives sont bichonnées, voire customisées par les équipes de conduite. Regardez comment le conducteur, me voyant prendre sa machine en photo, pose fièrement à sa porte. Je quitte Arad à 19 h pour arriver à minuit à Sibiu. Dans le compartiment, je sympathise et parle en anglais avec un jeune roumain, Florin. Il habite Sibiu et revient de Timișoara, où il était allé chercher en vain de l'aspirine. Je lui en enverrai de France. Dommage qu'il ne me propose pas de m'héberger. J'essaie l'hôtel Imperator, catégorie 1, où allait le fils Ceausescu, ce qui m'y coûte 248 francs la nuit. Cher pour mon budget, mais j'étais tellement crevé, il était tard. Pas question de chercher ailleurs. Consolation, la chambre valait son prix. Mais je me promets de changer le lendemain. Nous sommes le 3 septembre. Je découvre Sibiu. C'est une superbe ville ancienne sans touristes. Le cadre est agréable et vraiment plus gai qu'Arad. Les rues sont animées, mais les magasins toujours vides. Je consulte en ville les horaires à l'agence CFR, chemin de fer roumain. Quelle cohue pour acheter un billet! Heureusement, ce n'est pas mon cas grâce à mon pass Interrail. Mais je regrette de ne me pas être procuré les horaires avant mon départ. Côté hébergement, j'essaye vers l'hôtel Anul Budumbrava, car mon guide indique la présence d'un camping à côté proposant des cabanes bon marché pour 140 lei, soit 35 francs. Je prends le trolleybus T1. C'est mieux que les tramways d'Arad, mais cela vaut aussi son pesant de cacahuètes. La roue de secours traîne en plein milieu du bus. Au terminus du trolley, je me dirige d'abord vers l'hôtel, en fait plutôt un motel. Plein de jeunes venant du trolleybus s'y dirigent également. Malheureusement, les prix sont prohibitifs. Environ 200 francs pour une chambre sans eau courante. Je me rabats alors vers le camping situé à 200 mètres de là. L'employé me propose un bungalow avec une douche pour 400 lei, soit 100 francs. Quand il voit ma tête déconfite par la cherté de la prestation, il me propose alors un bungalow sans douche à 345 lei. De toute façon, il m'avoue qu'il n'y a pas d'eau. 2 jeunes qui m'avaient aidé lorsque je demandais les tarifs au motel viennent me voir au camping. Antal, 20 ans, et Chris, 22 ans. Ils sont logés au motel pendant 5 semaines pour un stage de formation en informatique en langage basique. Ils m'invitent à manger dans leur chambre, puis on va visiter ensemble la ville. Tant pis pour mon programme prévu pour les locomotives à vapeur. On baragouine en anglais, mais aussi en français avec Chris, qui a des notions de français. Chris veut m'inviter à passer le week-end chez lui, on parle même à sa femme au téléphone, mais je refuse car cela casserait tout mon programme. Je suis invité à dîner dans la chambre d'Antal et de Chris le soir, puis je retourne dormir dans ma chambre. Nous sommes le mardi 4 septembre. Je suis réveillé à 7h30 par Antal. Ils ont enfin de l'eau dans leur chambre et me proposent d'utiliser leur salle de bain. Comme ils partent pour leur école, ils me laissent la clé et rendez-vous à 14h dans leur chambre. Il fut également convenu que je dormirai dans leur chambre le soir, ce qui m'évitera de débourser 100 francs pour un bungalow sans eau. Que demander de plus? Les structures d'accueil en Roumanie ne sont pas très engageantes, mais heureusement, les Roumains sont vraiment sympas. Je vais le matin à la gare à la recherche de vapeur. Pas de panache en vue. Au culot, comme à Arad,
Je pénètre dans le dépôt. Au fond, une vapeur. Je m'approche lentement de la machine, tel le fauve sur la gazelle. Après avoir fait une photo, je me fais engueuler. Je comprends que c'est interdit. Alors, je procède à la tactique numéro 1. Je monte quelques photos du chemin de fer de la baie de Somme et donne un paquet de cigarettes Kent. Ça marche. Je peux photographier tout ce que je veux. Par contre, l'équipe de conduite n'est pas très affable et je ne suis pas monté en cabine. La locomotive n'a d'ailleurs pas bougé d'un iota. Je me vois proposer l'incontournable Zwitka eau de vie de prune. Il y avait deux locomotives chaudes, les 50-171 et 754. Les locomotives suivantes étaient garées froides, les 50-227, 486, 627 et 640, une 150-144 et une 231 Tandère. Il y avait enfin une 213 type P8 en cours de réparation. Sibiu est aussi à l'origine d'une voie étroite de 76 cm en direction d'Anita et de Vurpar. Cette voie est exploitée en traction diesel par les chemins de fer roumains CFR. Elle a disparu depuis. Une personne me raccompagne en ville à bord d'un camion Roman, à l'esthétique rappelant celle d'un Saviem et du plus pur style roumain. Brinque-ballant à souhait et bonjour les gaz d'échappement. J'en profite pour passer ensuite à la poste, puis je déjeune rapidement à la cafétéria express au cadre peu engageant. Je retourne au motel à 14 h, comme convenu, rejoindre Antal et Chris. Chris m'emmène visiter le musée des techniques populaires, juste à côté du motel. Il s'agit de maisons roumaines typiques remontées dans un parc autour d'un lac. C'est un des plus beaux musées que je n'ai jamais fait. Il n'y a que très peu de visiteurs. Nous rencontrons un groupe de Français de Château-Thierry, qui est jumelé avec une ville limitrophe à Sibiu. Les Français semblaient un peu frustrés de leur voyage encadré et me posèrent plein de questions. Chris fait un baise-main à une de nos interlocutrices françaises qui fut tout émoustillée. C'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai vu quelqu'un faire un baise-main. Cela m'a fait du bien de reparler avec des Français. Ce séjour est un véritable Pictionary grandeur nature et j'aurais été totalement perdu pour communiquer sans crayon ni papier. À noter l'existence d'un tramway rural à voie métrique de 11 km qui partait du cimetière en correspondance avec les trolleybus jusqu'au village de Rasinari. Nous retournons au motel à la fermeture du parc à 18 h, puis allons dîner tous les trois à la cafétéria express. Je ne mange quasi rien, tellement la nourriture baigne dans un jus gras et huileux. Il n'y a pas plus de lumière à Sibiu qu'Arad. Je dors dans la chambre de Chris et Antal par terre, car j'avais vraiment insisté. Nous sommes le mardi 5 septembre. Je me lève à 7 h, puis accompagne Anton et Chris à leur école, avant de se séparer. Je prends ensuite un véritable petit déjeuner dans un troquet et me dirige à la gare pour aller à ma prochaine étape, Covasna. Je prends le train à Sibiu à 9 h 51. Mon train est constitué d'un sympathique autorail double qui fait penser au train Jep. Il longe peu après son départ la voie étroite d'Anita. J'aperçois le dépôt de ce chemin de fer où dorment plusieurs locomotives à vapeur. J'arrive à Pudu-Holt à 10 h 26 pour attendre une correspondance. Il s'avère que Pudu-Holt n'est qu'une gare de bifurcation sans aucune maison aux alentours. J'en profite pour faire une sieste dans un champ. Enfin, arrive à 12 h 42 le train pour Brasov. Il vient de Sibiu. Si j'avais su, j'aurais pu éviter de perdre 2 heures dans ce trou paumé. Je monte dans une voiture à 2 niveaux construite en RDA. Il existe aussi des sections de 4 voitures à 2 niveaux dont les bougies communs comportent 3 essieux. Le trajet est monotone, sauf à la fin où on passe un col. Le train arrive comme prévu à 15 h 50 à Brasov. La gare est fourmillante. Je prends un autre train à 16 h 26 pour arriver à Sfintu Gheorghe à 17 h 07 au lieu de 16 h 26. Le prochain train pour Covasna étant à 21 h 33, je suis le conseil d'une dame dans le train et je prends finalement un bus à 19 h. Je vous donne un truc. À l'étranger, il faut toujours demander aux gens si nous sommes dans le bon train, même si on en est sûr. Ils s'aperçoivent qu'on est étranger et font généralement le maximum pour nous aider. De plus, les Roumains sont francophiles et beaucoup d'entre eux parlent français. Alors pourquoi s'en priver? J'arrive à l'autogare de Covasna à 20 h. Il faut maintenant trouver un logement en évitant les hôtels chers. Je me dirige vers le centre-ville en suivant les gens qui sortent de la gare. Je trouve un plan de la ville, ce qui est rare. Je détecte un popas touristique, c'est-à-dire un camping avec des bungalows, dans la vallée Zinelor, tout près du fameux plan incliné que nous allons découvrir plus tard. Je décide de m'y rendre à pied, car il ne me semble pas très loin. Je demande mon chemin sans trop de succès, puis, hurrah, je tombe sur un homme d'une bonne cinquantaine d'années qui parle français. Il m'explique que le camping est en fait à 5 km de là. Il m'accompagne alors pour chercher un hôtel plus proche, mais en vain, car celui qui rentrait dans mon budget était complet. Nous nous dirigeons ensuite vers la station de bus, afin que j'en prenne un pour aller au camping. Mais je le vois parlementer longuement avec la caissière. Il a en fait négocié qu'elle puisse m'accueillir chez elle la nuit pour 100 lei. Le monsieur m'accompagne chez cette dame car elle veut probablement s'assurer que tout est ok pour moi. Ce monsieur qui m'a retiré une belle aiguille du pied doit probablement être un nanti. Il a parcouru toute l'Europe et est allé en Chine par le transsibérien.
La caissière est gentille, mais nous avons évidemment du mal à dialoguer. J'ai compris qu'elle était divorcée et qu'elle avait un fils soldat. J'ai dû beaucoup insister pour qu'elle accepte les 100 lait comme convenu. Le lendemain, mercredi 6 septembre, je quitte l'appartement de la caissière vers 9 heures et prends le bus pour me rendre au camping Zinelor. Le responsable du camping parle français et j'ai dû bénéficier d'un excellent accueil. Je peux choisir mon bungalow. Il retire une ampoule d'un autre cabanon pour que je puisse avoir la lumière. En revanche, les sanitaires sentent tellement mauvais que je devrais vivre à la dure. Une fois brièvement installé, je me dirige vers le plan incliné en suivant la voie étroite de 76 cm du chemin de fer forestier. Le cadre est superbe avec la forêt et la rivière. La voie débouche sur un petit faisceau juste avant le plan incliné où les wagons sont manœuvrés par un cheval. Incroyable. Ce plan incliné date de 1883. Il est long de 1,3 km et a un dénivelé de 320 mètres. Le trajet dure 8 minutes. Je m'approche du plan incliné mais pas trop, car il y a un panneau qui en interdit l'accès. Je fais signe si je peux m'approcher. On me répond que oui, et on me propose alors d'emprunter le funiculaire. Je n'en demandais pas de temps. Un gars monte avec moi, mais, à mi-chemin, il transporte des gueuses de notre plateforme montante vers la plateforme descendante, avant de redescendre sur celle-ci en me laissant seul. Cela me donna la même impression que lors des cauchemars où j'étais propulsé malgré moi vers une destination inconnue. Le personnel de la gare supérieure me voit arriver avec de gros yeux, mais ne me demande rien. Le funiculaire fonctionne uniquement par gravité. La plateforme descendante chargée de wagonnets de bois est effectivement toujours plus lourde que la plateforme montante chargée de wagonnets vides. Je prends des photos. Les manœuvres à la gare supérieure sont également assurées par un cheval. Je me promène le long de la ligne, puis j'entends l'échappement d'une locomotive à vapeur. Une locomotive vient de Commando amener un train de bois. L'équipe doit avoir l'habitude des amateurs, puisqu'elle se rue vers moi pour me demander si j'ai des cigarettes. Heureusement, j'avais pris mes dispositions. On me propose de monter dans le train qui va vers Commando. On m'explique que je pourrais revenir sur Covasna avec un bus qui part de 16 heures de Commando. Je monte donc dans le fourgon qui transporte l'équipe. C'est un grand moment. Après une petite heure de trajet, nous arrivons à Commando, où il y a une scierie. C'est un village sorti tout droit du Far West, avec ses maisons en bois, les attelages, les routes en terre, le mugissement de la sirène de la Syrie style paquebot. 4 locomotives à vapeur sont basées à Commando. Des camions et un break ont été adaptés pour rouler sur la voie ferrée et sont appelés Drésina. Le programme des trains est inscrit sur un tableau en quart de Commando. 2 allers-retours étaient programmés ce 6 septembre dans la matinée entre Covasna et Commando. Je mange dans un bon petit restaurant de Commando, me promène dans le village avant de reprendre le bus pour Covasna. Il s'agit en fait d'un camion tout-terrain aménagé pour le transport des voyageurs. Les voyageurs sont principalement des femmes avec des fichus sur leur tête. Le vendredi 7 septembre, je me lève tôt pour photographier l'arrivée du train prévu à 8h30 au pied du plan incliné. Il arrivera dès 8h10. La locomotive, de construction Resita, date de 1982. Oui, vous avez bien entendu. Elle n'avait même pas 10 ans. Je photographie les manœuvres sur le faisceau, puis le train repart vers 9 heures. Mon cœur s'emballe. Je n'allais pas rester là planté sans le train. Alors que le train démarre, je demande in extremis à une personne dans le fourgon d'accompagnement si je peux monter. Il accepte fort heureusement. Peu avant le terminus, la locomotive est décrochée et les wagons descendent par tranche et par gravité selon leur destination finale dans l'usine située près de la gare CFR, un peu comme dans les gares de triage. Mais là, le parcours se fait ainsi sur quelques kilomètres. L'allure est alors régulée par des serre-freins. Une bonne surprise m'attend à l'arrivée, puisque 2 locomotives à vapeur à voie normale manœuvrent sur le site, une 030T et une 131T. J'admire le spectacle jusqu'à 11 heures, puis prends le bus pour me rendre au centre-ville. Je mange au restaurant de l'hôtel Caprioara. À ma table s'assoit un Roumain, Miei. On sympathise, il est ingénieur mécanicien et est en cure, car Covasna est une station thermale. Je retourne au camping, fais une sieste, me promène dans la forêt, puis écris des cartes postales. J'allais repartir dîner au restaurant lorsque Génu, le responsable du camping, m'interpelle. Il m'invite à dîner car il est avec des amis, et notamment un Français, vice-président du club Vacances Modernes, une association aux lois de 1901 de Villerupt. C'est un ancien cégétiste de Longwy, reconverti au tourisme. Il adore la Roumanie et tout y est beau à ses yeux, ce qui est quand même un peu exagéré. Il accompagne en fait un groupe qui est en vacances sur la côte de la mer Noire, mais a fait un crochet à Covasna pour voir ses amis et faire de la prospection. Il est accueilli comme un roi. Nous mangeons du poisson. Eugénie est vraiment sympa. Il connaît très bien la France sans jamais y avoir mis les pieds. Qu'aurais-je pu dire la Roumanie une année avant mon voyage? On fait ensuite un petit tour jusqu'à l'hôtel Bradoul. 150 francs la nuit pour un étranger,
ce qui n'est pas excessif. Puis nous rentrons en camping et je règle ma note, 70 francs pour 3 nuits. J'économise, mais les sanitaires étaient impraticables. Le lendemain, le samedi 8 septembre, je prends le bus au camping à 6h40 pour me rendre à la gare de Covasna, où je prendrai un train à 7h52, correspondance à Sintü-Gheorghe à 8h29, et j'arrive à Brașov à 10h. Je prends le trolleybus numéro 4 pour aller au centre-ville. Brașov est une jolie petite ville qui me fait penser à la Suisse. Il y a des rues piétonnes. Je monte à pied au mont Timpa, d'où l'on bénéficie d'une jolie vue sur Brașov et ses alentours. Je descends en téléphérique et essaye en vain de manger dans le restaurant conseillé par mon guide, car il est complet. Rebelote pour un autre. En fait, les restaurants sont tous réservés pour des mariages. J'échoue donc dans un self-service. Je me promène l'après-midi dans Brașov et emprunte la ligne de tramway numéro 101, qui semble être récente, mais dont le matériel roulant est déjà délabré. Détail amusant, lorsque le tramway croise une ligne de trolleybus, le Wattman descend carrément le pantographe du tramway, bien qu'il existe un appareil pour le croisement des lignes aériennes. Je repars de Brașov pour Covasna à 16h26. À la gare de correspondance de Sintü-Gheorghe, j'attends 2 heures, puis me résout finalement à prendre le bus à 19h. Le temps commence à se gâter. Je retrouve par hasard Mihail à la gare routière. L'atmosphère dans le bus est très pittoresque. Mihail m'invite à dîner à l'hôtel Caprioara. Il me propose de m'emmener le lendemain du côté du Târgu Mureș, mais je préfère suivre mon programme. Je pars de Covasna en empruntant le même train que la veille à 7h52. Je prends un autre train Sintü-Gheorghe à 8h55 en direction de Beclean. Il y arrivera à 14h59, soit après 6 heures de trajet. Je voyage dans une voiture à 2 niveaux. Je ne les aime pas. J'y loge difficilement mon sac à dos. Le train traverse les Carpates et les paysages sont jolis. Le relief me fait penser au Massif central. Les couleurs et la végétation me rappellent le nord de l'Angleterre, voire l'Écosse. J'aperçois à Chișeu des locomotives à vapeur garées hors service. Un Hongrois vivant en Roumanie monte en face de moi. Les régions que j'ai visitées sont principalement d'origine hongroise. À Covasna, les journaux sont en hongrois. Les rues sont d'ailleurs nommées Utka au lieu de Strada. J'arrive à Beclean puis prends le train de 15h12 pour Salva, où j'arriverai à 15h46. Je dois y attendre 3 heures mon prochain train vers Vigiu. J'en profite pour me promener dans le village qui est pittoresque. Évidemment, je ne passe pas inaperçu et je trouve un coin tranquille pour me reposer. Je suis délogé par la pluie. Peu avant le départ du train, je suis abordé par un jeune Roumain de 17 ans, Petre, qui m'invite chez lui. Il habite à Seychelles. Rien à voir avec les îles. Cela s'écrit S-A-C-E-L. Ce n'est pas très loin de ma destination, Vigiu de Jos. J'accepte évidemment. Il est avec sa sœur qui a 13 ans. Nous prenons donc le train ensemble et baragouinons, car elle connaît un peu le français. Ils reviennent de Sibiu, où leur père travaille comme bûcheron. Ils habitent une espèce de maison ferme qui évoque les souvenirs de mon père lorsqu'il avait passé la guerre à Mirebeau-en-Poitou. La mer me fait penser à un lutin. Les femmes dans cette région portent souvent un fichu sur la tête et une robe noire relativement courte. Les hommes portent un chapeau genre tyrolien, mais sans plumes, avec en pantalon une veste verte. C'est ma foi assez joli. L'accueil est excellent. On me sert une soupe avec des morceaux de poulet. Une fourchette tient lieu de couvert. Je regarde Petre pour comprendre comment manger ma soupe avec une fourchette. Il pique un morceau de pain avec sa fourchette qu'il trempe ensuite dans sa soupe. C'est comme un peu plus difficile pour couper les morceaux de poulet. Ensuite, Petre m'invite à la discothèque de Seychelles. C'est une petite salle triste et faiblement éclairée où se trémoussent quelques adolescents. On ne reste pas longtemps et retournons à la maison et on regarde la télévision, élément indissociable de la famille roumaine. À partir de 22h, Canal France International diffuse le film Garde à vue en version originale sous-titrée en roumain. Il faut avouer que la France rayonne assez bien en Roumanie. Enfin, je me couche dans un lit haut du plus pur style paysan. Lundi 10 septembre. Réveil à 7h30. Petit déjeuner consistant. Œufs sur le plat, morceaux d'oie, pain et chocolat chaud. La famille a une deuxième maison toute récente, située en face de l'ancienne et qu'elle n'habite paradoxalement pas. L'intérieur est très bien aménagé. Meubles, tapisseries réalisées par la mère, tout est nickel. Je ne comprends pas pourquoi cette maison n'est pas utilisée. Je me vois offrir un morceau de tissu. Je repars et prends un train à 9h16 pour Vigiu de Jos. La ligne est très belle. Rampes, viaducs et tunnels se succèdent. Je descends à Vigiu de Jos où il y a un important cimetière de locomotives à vapeur. Je prends un autre train pour Vigiu de Sus. J'ai eu en fait beaucoup de chance de rencontrer Petre, car je n'avais pas fait la différence entre Vigiu de Sus et Vigiu de Jos. Je serais descendu à Vigiu de Jos pour aller à l'hôtel Serboul, situé à 7 km de là. Je descends donc à la halte de Vigiu de Sus, à 300 mètres de l'hôtel Serboul. Il est 10h30 et je dois attendre midi pour prendre ma chambre. J'en profite pour laisser mon sac et me promener en ville. Je prends donc ma chambre à midi, puis déjeune à l'hôtel avant de faire une sieste. J'avais rendez-vous à 16h avec le cousin de Petre, Nicolae.
Les gardes frontières y travaillent cette journée à l'hôpital, juste en face de l'hôtel. Il ne vient finalement pas, alors je retourne en ville poster mon courrier. La femme au guichet de la poste me dit que son mari parle très bien le français. Le voilà justement qui arrive. Il s'appelle Coman. On va prendre une bière. Je dois les quitter pour m'assurer des horaires du train forestier CFF. Il me laisse son numéro de téléphone. Je le rappelle donc et dîne chez lui face à la télévision. Il est marié et a un garçon de 9 ans. Il était plutôt du genre dissident. Il eut quelques ennuis avec la Securitat, comme des perquisitions, mais heureusement sans suite. On lui reprochait notamment d'avoir trop de contacts avec les étrangers. Je vais me coucher vers 22 heures, car la journée du 11 septembre sera rude mais mémorable. Je me lève à 6 heures pour emprunter le train CFF vers Koman, dont le départ de la Syrie est prévu à 7 heures. J'ai pu recenser au dépôt un diesel hydraulique bébé, fort heureusement en réparation, 3,040 Resita, 2,040 construite à Budapest dans les années 20 et quelques autorails. Il y avait aussi une 0,30 à voie normale pour la Syrie, mais elle était froide. Le train possède une voiture pour le transport des voyageurs, mais lorsque j'arrive, toutes les places d'assises sont déjà occupées. La locomotive est une Resita construite dans les années 50. Des problèmes mécaniques retardent le départ à 10h10 après un beau balai de manœuvre. J'attends patiemment debout. Les voyageurs sont des bûcherons et semblent sortis d'un film avec leur visage buriné et leur guenille sale. Ils crachent et mangent salement. Je n'avais pas pu prendre de petit déjeuner à l'hôtel et j'avais très faim. J'implora du regard un bûcheron pour un morceau de pain que je pus grignoter. Je me faisais petit dans cet univers étrange. Il y avait aussi des gardes frontières, car l'URSS était toute proche et il était fortement déconseillé de prendre des photos. Donc, je me suis malheureusement abstenu d'en faire. Le train arriva à son terminus, Koman, après 4 heures de l'après-midi, soit plus de 10 heures de trajet pour faire 42 km. Il y eut des arrêts techniques, des croisements avec des troupeaux de moutons. Le train alors s'arrête le temps que le troupeau passe. Puis dans une gare, nous attendîmes 1 heure pour que la locomotive puisse chercher des wagons sur un embranchement. Le voyage aller fut donc pénible. J'avais faim et froid. Le halètement de la locomotive me consolait à peine. Une fois arrivé à Koman, je n'en pouvais plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de photographier la locomotive avec l'équipe de conduite. Surgit alors un garde-frontière. Allais-je terminer ma vie dans une prison roumaine? Il me laisse tranquille. Je propose des cigarettes et montre les photos du chemin de fer de la baie de Somme. Le chauffeur me laisse son adresse pour que je lui envoie la photo. Puis il m'invite dans la locomotive. Cette photographie allait radicalement changer le cours du voyage. Après un aller difficile, le retour restera mon plus beau souvenir ferroviaire. J'avais froid à l'aller. La chaudière de la locomotive me réchauffait au retour. J'avais faim à l'aller. Le chauffeur me donna de la saucisse et du pain au retour. J'étais debout à l'aller. Le chauffeur plaça une planche pour que je m'asseye, avec un chiffon, pour que je ne me salisse pas. J'étais vraiment au petit soin. Le retour fut plus rapide que l'aller, puisqu'il dura 3 heures, et le train arriva à 20h20. Le convoi du retour était particulièrement pittoresque et faisait penser à une publicité pour les pâtes Panzani tournées sur le chemin de fer du Vivarais. Il y avait la voiture voyageur, 3 couverts dans un chargé de soldats ainsi que de truies, 4 wagons à bestiaux à l'air libre, vaches, ânes et chevaux, un plat pour un berger, son chien et son troupeau de moutons, et enfin 9 wagons de bois. Mercredi 12 septembre. Le lever plus tardif que la veille à 8 heures me permet de prendre une bonne omelette comme petit déjeuner à l'hôtel. Je fais ma toilette à l'eau froide, puis on frappe à ma porte. C'est Koman. On descend prendre un café, il m'accompagne à la halte. Le train arrive à 11h20. Je change à Vejoudeos, puis à Salva. J'arrive à Cluj à 16h. Je me rue alors vers l'agence CFR afin de réserver un siège sur un train allant le lendemain à Budapest. Heureusement, l'agence ne ferme qu'à 19h, car j'ai dû attendre 1h20 pour obtenir mon sésame. Dernière joie roumaine. Ensuite, je prends une chambre à 845 lits à l'hôtel Continental. C'est cher, mais les laits ne sont pas reconvertibles. Je me promène dans Cluj et prends des photographies. La ville est agréable. Je cherche un restaurant. Hélas, il est 20h et le végétarien conseillé par le guide vient de fermer. Je me rabats alors sur le restaurant de l'hôtel Continental. Il n'y a guère le cadre de beau. On me sert une assiette froide. Je demande un verre de vin. L'addition est salée, sans lait. Ce dîner me permet de rencontrer un couple de Belges venus pour une adoption. Ils ont visité un orphelinat et ont une très mauvaise image de la Roumanie. Jeudi 13 septembre. Levé à 6h10 pour prendre le train à 7h30. En gare, le panneau d'affichage prévoit un retard de 240 minutes, soit 4 heures. Le Roumanie fit tout pour retarder mon départ. Je retourne à l'hôtel, dors 1 heure puis prends mon petit déjeuner vers 8h20. C'est le même repas que la veille au soir, avec en plus du pain, du beurre et un thé. J'achète des stylos roumains ramenés en souvenir à la famille avant de retourner à la gare. Le train partira finalement à 12h20. Sur le quai, je retrouve un couple qui était dans le même train que moi la veille, puis à l'agence CFR.
On sympathise, puis nous découvrons que nous sommes dans la même voiture, et même mieux, à la même place. Encore une bonne blague. Dans notre compartiment, nos places sont déjà occupées et il est impossible de déloger les personnes. Le contrôleur ne fera rien non plus. Heureusement, ces personnes descendront à Oradea, ville qui possède encore des locomotives à vapeur. Je n'aperçois une chaude au dépôt avant de voir l'inévitable cimetière de locomotives. La dernière gare roumaine avant la Hongrie est Episcopia Bihor. Une 050 passe à côté de notre train comme pour me dire au revoir. Je discute avec le couple et ils finissent par m'avouer qu'ils quittent la Roumanie pour aller à Berlin où ils ne connaissent personne, chercher un avenir meilleur. Petite anecdote. Lors de mon arrivée à Budapest, je snobe les personnes qui proposent des logements aux voyageurs sortant du train pour me diriger directement vers l'auberge de jeunesse qui m'avait accueilli à l'aller. Mais quand je rentre dans le bâtiment, la personne à l'accueil me certifie que c'est une résidence universitaire et pas une auberge de jeunesse, sans me donner plus d'explications. Je ne comprends rien, j'ai l'impression d'être dans un film de Hitchcock. La résolution de l'énigme me vint comme une illumination en sortant. La résidence universitaire sert d'auberge de jeunesse pendant les vacances d'été et la rentrée eut lieu pendant mon séjour en Roumanie. Je retourne donc à la gare pour aborder moi-même une personne proposant des logements. Je fus d'ailleurs très bien logé et partagé un appartement avec 2 Américains. Le lendemain 14 septembre, je prends le train de nuit à Budapest-Keleti à 16h40 en direction de Zurich. Le 15 septembre, j'emprunte le train de Zurich à Luzerne pour ensuite parcourir la ligne à voie métrique du Grunig jusqu'à Interlaken où je change pour prendre le MOB, toujours à voie métrique jusqu'à Montreux. Je prends alors un autre train à voie normale cette fois-ci pour rejoindre Lausanne pour enfin monter dans le TGV de 15h09 en direction de Paris où j'arriverai à 19h02. Voilà, je suis heureux d'avoir pu partager avec vous mes vacances les plus extraordinaires. Les Roumains sont des gens vraiment formidables. Mais le pays, anéanti par le régime de Ceausescu, était dans un état vraiment déplorable. Si vous avez aimé, je vous remercie de liker cette vidéo. À bientôt.